Bien, on va débuter. Aujourd'hui, c'est moi qui va faire la présentation de Clément parce que c'est mon professeur préféré à l'histoire. Voyons, on s'est même habillé pareil ce matin. Vous voyez à quel point on est connecté. Clément, c'est un professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Puis c'est également un chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Il est membre du Centre des sciences de la biodiversité du Québec, le CSBQ, ainsi que de Québec Océan. Il est également le directeur du laboratoire interdisciplinaire de simulation socio-écologique, de son petit nom, le lycée. Ses intérêts de recherche portent sur la modélisation des systèmes socio-écologiques et l'intelligence artificielle appliquée aux enjeux de développement durable et de conservation dans les domaines maritimes et forestiers. Il se dédie tout particulièrement au développement d'outils de simulation tels que les jeux sérieux et les modèles multi-agents dans le but d'appuyer la recherche concertée de compromis face à des dilemmes mettant en tension des enjeux écologiques, économiques et sociaux. Puis pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur des travaux de Clément, il a récemment reçu une réponse officielle du ministre Dufour concernant un rapport qu'il a publié là, sur l'état de la situation des populations de beluga. Puis ça a été reçu et retenu à l'Assemblée nationale. Puis il y a eu une réponse officielle qu'il allait se pencher sur ces questions. Donc, les travaux de Clément se rendent jusqu'à notre Assemblée nationale. Puis on espère vont influencer les décideurs dans leur prise de décision. Donc, bravo pour ceci, Clément. Et je te cède la parole là, pour ta présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Benoît pour l'introduction. Donc la commande un peu que j'avais aujourd'hui de Philippe, c'était de revenir sur peut-être la connexion entre les travaux justement qu'on effectue au laboratoire et l'actualité, ou en tout cas les enjeux connectés à l'actualité. Puis il m'a demandé de revenir sur je dirais mettre la table autour du contexte des audiences publiques en environnement qui ont été menées pour l'évaluation du méga-projet de GNL Québec, donc, qui s'appelle Énergie Saguenay, un projet de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel dans la région de Saguenay. Donc, c'est autour de ça que j'ai construit la présentation, mais évidemment, il faut que j'arrive à ce sujet-là. Donc, je vais vous présenter une petite histoire pour en arriver jusqu'à ces audiences publiques, et puis un après pour présenter ce qu'on a fait depuis ces audiences publiques, en lien toujours avec donc, les enjeux de conservation du beluga. Donc, j'ai appelé ma présentation « Les défis de la recherche-action en écologie et en conservation dans un contexte de développement économique », puis en posant la question « Peut-on arrimer rétablissement de la population de beluga du Saint-Laurent et développement maritime ?» Donc, peut-être, je ne sais pas ce que je vais... Il faut que je partage mon écran, ça va aider, je pense. Oui, ça serait bon. Et puis, je viens de voir que j'ai oublié de cocher la petite case, la fameuse petite case, et je vais recommencer. Ici, et partager l'audio. Bon. Okay. On passe mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout est beau. Oui, c'est bon, parfait. Donc, je commence par peut-être un petit retour sur ce qu'on appelle la recherche-action. Peut-être un type de recherche qui, je pense, définit assez bien ce que je fais dans mon laboratoire, ce qu'on fait dans notre laboratoire. Donc, c'est une recherche qui est connectée directement à l'objet d'étude et qui peut venir finalement le modifier ou modifier le système étudié au cours de la recherche. Donc, j'ai mis quelques définitions qui sont assez génériques, tirées, vous voyez, de références assez grand public. Mais je pense qu'elles reprennent assez bien les éléments de ce qu'on appelle la recherche-action. Donc, on a un objectif dans cette démarche qui est d'apprendre à identifier des besoins ou bien à définir des problèmes avant d'établir une stratégie pour atteindre les objectifs de changement en réponse aux problèmes observés. Donc, on est dans un cycle. En fait, on pourrait souvent, on représente ça par des spirales où on va à la fois collecter des données, réfléchir à une situation, évaluer un problème et mettre en œuvre des solutions à travers une démarche de recherche
ancré avec ces enjeux, et on va s'ajuster au fil du temps. Donc ça pourrait être connecté peut-être plus largement à des approches, par exemple, de gestion adaptative qui sont informées par des travaux de recherche. Donc c'est juste une petite introduction là-dessus. Donc le plan de ma présentation, je vais parler du beluga du Saint-Laurent, des enjeux reliés, enfin, surtout de l'enjeu du bruit sous-marin, parler du contexte de développement maritime dans l'habitat du beluga, et présenter les grandes lignes du programme de recherche que je pilote ici à l'UQO sur cette thématique-là. Je vais en venir donc à l'exemple concret des audiences publiques en environnement de ce projet Énergie Saguenay, et finalement, dans la lignée des recommandations qui ont été effectuées, présenter certains résultats de notre programme de recherche qui sont actuellement en préparation pour publication. Donc, tout d'abord, le beluga du Saint-Laurent, c'est peut-être un petit peu loin justement du contexte forestier de la plupart des recherches, beaucoup de recherches à l'ISFOR et au département de sciences naturelles, mais on travaille donc sur le beluga du Saint-Laurent, qui est une espèce de baleine à dents, donc, qui appartient au micro-ordre des odontocètes, deux grands micro-ordres, si on veut, les baleines à dents, donc les odontocètes, et les mysticètes, les baleines à fanon, donc qui ont des espèces de filtres en kératine qui permettent lorsque la baleine attrape beaucoup d'eau dans son rostre, elle peut simplement fermer ses fanons et expulser l'eau en gardant les planctons et autres proies. Donc les baleines à dents sont des baleines qui chassent les poissons généralement et qui utilisent notamment l'acoustique évidemment pour pouvoir localiser leurs proies. La population du Saint-Laurent, c'est une population qui est isolée dans le Saint-Laurent, évidemment. Elle a été isolée depuis la dernière glaciation. C'était un petit peu fait piéger par cette glaciation, puisque aujourd'hui, c'est la population la plus méridionale de toutes les populations de belugas du monde, qu'on retrouve essentiellement, principalement en fait, autour du cercle polaire arctique. Une population qui, dans début des années 1900, était autour de 10 000 individus et qui a été réduite à 800 000 individus, principalement à cause de la chasse. La chasse qui s'est arrêtée en 1979, donc il y a un moratoire sur la chasse au beluga dans le Saint-Laurent. Mais on trouve encore, si vous êtes intéressé, des archives sur les sites de l'ONF, par exemple, où on peut voir comment se passait un petit peu la chasse au beluga à l'époque. L'habitat, donc, évidemment, s'était réduit un petit peu à un peu de chagrin, je dirais, cette population, 800 000 individus, qui sont répartis ici, si vous voyez la carte, donc toute la zone hachurée représente, donc les contours ici, représente l'habitat essentiel désigné selon la loi sur l'espèce en péril du beluga du Saint-Laurent. Donc, une bonne partie de l'estuaire maritime, une petite partie de l'estuaire maritime, une grande partie dans l'estuaire moyen, la séparation étant à peu près entre Tadoussac et Rivière-du-Loup, et une partie du fjord du Saguenay. Évidemment, dans ce secteur, là, on le voit ici, on a mis la densité du trafic maritime également dans ce secteur. Puis on voit que les navires marchands ici qui sont représentés, vous voyez qu'il y a beaucoup de transit de navires en plein dans l'habitat essentiel du beluga. Également un parc marin ici qui a été proposé et implémenté en 1998, justement principalement pour la première raison étant de protéger l'habitat de cette espèce, de cette population. Donc on parle d'une espèce qui est acoustique. Le petit nom qu'on donne au beluga, c'est le canari des mers. C'est une espèce qui utilise une très grande gamme de fréquences dans ses vocalisations et dans toutes ses fonctions d'écolocalisation également. On parle de fréquences aussi basses qu'une centaine de hertz jusqu'à des fréquences allant au-dessus de 150 kHz. Donc c'est vraiment je dirais une tassiture hors du commun pour une espèce. Puis c'est là que je vais vous présenter une petite vidéo d'une collaboratrice, Valeria Vergara de Oceanwise à Vancouver, qui travaille sur le beluga également, avec qui je collabore et qui fait une petite présentation très succincte pour vous présenter un peu certaines grandes lignes des enjeux en lien avec le beluga et le bruit sous-marin dans le Saint-Laurent. Donc, je vais arrêter le partage, recommencer le partage. La vidéo est en anglais.
pouvez assurer que j'ai bien... Est-ce que vous voyez la vidéo YouTube ici? On voit un peu tout ce que tu as sur ton desktop en ce moment. Excuse-moi. Je t'entends pas, Benoît. Ah, j'ai dit, on voit un peu tout ce que tu as sur ton desktop. Donc, une chance que tu n'as rien de... OK, vous voyez pas. Si tu faisais juste cliquer sur le lien dans ton PowerPoint, ça aurait-tu fonctionné? Peut-être. Je vous entends extrêmement mal, comme si vous étiez... Okay. C'est bon. Donc, je vais cliquer sur le lien. Ça va peut-être être plus simple, en effet. Ça semble marcher. Là, on voit ta... Ça Oui, fonctionne. Parfait. Merci. The St. Lawrence Estuary belugas are endangered. There's just over 800 individuals left in the population. There's a documented increased calf mortality since 2010. Calves depend on their mothers for so long and so strongly. Their ability to stay in contact is key, and they rely profoundly on their sense of sound. Sound is everything to them. Sound is to them what vision is to us. And they are being bombarded by very high levels of underwater noise. It's a little bit like being in fog. This is deafening. Listen. Essentially, we are looking at whether anthropogenic noise disrupts mother-calf communication. So do mothers lose the ability to hear their calves? For the first time ever, we're attempting to understand these animals from the air and from below the surface at the same time. When you have sounds be the glue of your society, and you cannot hear each other because those sounds are masked by underwater noise, you have a problem. Donc, je vous ai montré cette petite vidéo pour, pour vous un peu faire un petit tour sur certains impacts. Évidemment, il y a beaucoup de recherches qui s'effectuent pour essayer de mieux caractériser quelles sont exactement la nature de ces impacts. Mais lorsqu'on parle du bruit sous-marin et de l'impact sur les baleines, on a généralement trois catégories d'impact qui ressortent. Évidemment, le premier niveau d'impact, c'est un changement de comportement, donc un animal qui est en train de... All right, wonderful. So it's just 2 minutes after 1 o'clock Pacific time. Désolé pour ça. OK. Donc, c'est ça. Les changements de comportement, c'est le premier niveau d'impact. Celui dont parle Valéria dans la vidéo, on parle beaucoup des enjeux de masquage. Donc, comme on l'a dit, le beluga est une espèce acoustique, communication, écolocation, identification des proies, identification des obstacles et peut-être même, dans certains cas, des prédateurs. Donc, si ces signaux qui servent à communiquer et à se localiser dans l'environnement sont masqués par du bruit externe, évidemment, on a une perte d'efficacité dans des activités qui peuvent être des activités vitales, donc des liens avec parfois des enjeux reliés à la survie. Valéria parlait du lien mère-veau. C'est un lien qu'on voit en écologie animale dans évidemment, beaucoup d'espèces de mammifères, où surtout dans les premières heures et les premiers instants de vie d'un veau, le lien entre la mère et le veau est très important et aussi fragile. Et une rupture d'un lien communication entre une mère et son veau peut, ou en tout cas une hypothèse est que ce lien-là, s'il est interrompu, peut entraîner l'abandon du nouveau-né. Donc, il peut y avoir des enjeux extrêmement importants au niveau du masquage. Et évidemment, lorsqu'on a affaire à des bruits anthropiques qui sont extrêmement élevés, on peut avoir des enjeux de perte d'audition temporaire ou permanente. Et pour certaines espèces, il y a même été documenté des bruits suffisamment forts qui peuvent causer des blessures internes et la mort d'un individu. Donc, tout ça, ça nous amène aux enjeux de rétablissement du beluga du Saint-Laurent. Alors, je l'ai dit, c'est une espèce en voie de disparition selon la loi sur les espèces en péril.
Alors, comme on l'a vu dans la vidéo, une hausse de mortalité des veaux depuis 2010, qui est encore inexpliquée, beaucoup d'hypothèses, dont celle dont je viens de vous parler, mais difficile pour l'instant de vérifier. Puis malgré 20 ans d'efforts de rétablissement, on a une population qui continue à décliner à peu près au rythme de 1% par année. Puis ça, c'est les estimés qui sont effectués à partir de survols aériens qui ont lieu chaque année pour estimer la taille de la population. Donc, on a des suivis quand même très serrés de la population. Puis ça, c'est le Pêche et Océan Canada, le MPO, qui effectue ces suivis. Les principales menaces au rétablissement de cette espèce, il y en a 3 qui ont été identifiées. Les 2 premières, c'est disponibilité et qualité des proies. On voit qu'il y a des variations et il tend à y avoir une diminution dans les proies et également dans la qualité de ces proies, donc les apports nutritifs. Et également la pollution du milieu marin. On a tous entendu à une époque les enjeux de cancer. Le beluga était une population animale sauvage qui avait une des plus hauts taux de cancer. Ces problèmes-là semblent être un petit peu en voie de diminution, mais ils sont encore présents. Mais la 3e menace qui a été identifiée par les biologistes de pêche océan, c'est le bruit sous-marin d'origine anthropique et la navigation. Ça a mené lieu à un plan d'action, toujours selon la loi sur les espèces en péril. Plan d'action qui a été longtemps qu'on travaillait là-dessus, mais il a été finalement mis en œuvre, en fait, publié en 2020. C'est un plan d'action pour réduire l'impact du bruit sur le beluga, mais également les autres mammifères marins. Donc là, on a une espèce qui est prise comme une espèce parapluie, parce que c'est l'espèce qui, selon nos connaissances, l'espèce de baleine qui est la plus dépendante au bruit, je dirais au niveau acoustique dans l'estuaire, ou en tout cas une des principales. Mais les autres grandes baleines sont également des baleines qui vocalisent et qui peuvent, dans certains cas, utiliser l'acoustique pour d'autres fonctions. Donc, ça, c'est le côté vraiment biologique, écologique, je dirais, des enjeux, mais il y a tout le côté donc, en lien avec le développement maritime et les perspectives pour le Québec. Donc, on le sait que mondialement, là, le transport maritime a connu un essor dans les dernières années, depuis en fait un certain nombre d'années, mais on a aussi des perspectives en 2030 qui nous indiquent qu'il va encore y avoir un autre boom dans le transport maritime et qui pourrait amener à doubler le bruit donc dans les océans d'ici 2030. Évidemment, cette croissance, ce boom-là, se reflète également au Québec et il ne faut pas lire trop, faut pas trop être plongé dans les journaux pour voir passer ces nouvelles-là, mais on a une croissance prévue des échanges commerciaux du Québec qui est à peu près estimée à 1% par année. Évidemment, en période de pandémie, on a des fois un petit peu du mal à s'extraire de ce contexte-là, mais il y a une tendance lourde et une tendance donc à cet accroissement des échanges commerciaux. Ça se reflète très bien dans les derniers traités de libre-échange que le Canada a pu signer avec différents partenaires économiques. Et ça se reflète également localement, donc autour de, je dirais, en lien direct avec la navigation dans le fleuve, avec les multiples projets d'agrandissement des ports du Saint-Laurent. Je dis multiples, j'en cite 2 ici, que vous avez sans doute vu passer, le port de Montréal avec son terminal à Contrecœur, et le port de Québec, qui veut également implanter un terminal de conteneurs. Donc, ces projets nous indiquent bien qu'il y a une perspective à la hausse, parce que ce sont des projets qui sont considérables, évidemment. Donc, ils sont en amont de cette hausse attendue. Donc, on s'attend à cette hausse de trafic dans l'habitat du beluga. Puis, si on regarde localement à l'échelle du fjord du Saguenay, qui est, souvenez-vous, une partie donc, de l'habitat essentiel du beluga, on a un cas évidemment spécifique qui va dans la même tendance au niveau du développement, puisque, bon, si on regarde le trafic actuel, on a à peu près 450 transits par année de navires de grande dimension dans le fjord, c'est à peu près 1,2 par jour. Puis, selon la stratégie maritime du Québec, il y a plusieurs grands projets qui ont été amenés par des promoteurs qui visent à construire des terminaux et donc acheminer et des matières premières ou des matières transformées à travers le fjord. 4 grands projets principaux que je nomme ici, dont celui dont je vous ai parlé, donc Québec Énergie Saguenay, qui est un projet qui pourrait à lui seul doubler les transits dans le Saguenay. Et si on regarde l'ensemble de ces projets, qu'on regarde également les augmentations en lien avec le tourisme de croisière, pour l'instant, on s'entend que le tourisme de croisière est au point mort, mais là aussi, il y avait des perspectives de développement autour du fjord du Saguenay. Mais on pourrait arriver, les estimations qui sont faites sont de l'ordre d'à peu près une multiplication par 3 du trafic sur le fjord. Donc,
cette augmentation relative est extrêmement importante, même si ces chiffres restent plus bas que ce qu'il y a évidemment dans l'estuaire, où on a à peu près pendant l'été une quinzaine de transits journaliers, autour d'eux, ça peut fluctuer bien sûr. On a quand même une augmentation relative qui est attendue comme étant quelque chose d'assez important. Donc ça nous amène au contexte du programme de recherche pour lequel j'ai été financé donc en 2018 pour 5 ans, donc un financement obtenu du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, un financement de $2 millions, puis qui a permis de mettre en branle un programme de recherche et surtout, premièrement, de bâtir une équipe que je qualifierais de formidable, une équipe d'agents de recherche, d'étudiants qui continue de grossir. Puis, le projet en tant que tel, pour ce financement, on parle d'un projet axé sur la modélisation du trafic maritime et des déplacements des baleines dans l'estuaire et le Saguenay pour informer un processus de réduction des impacts cumulatifs de la navigation sur le beluga et les grands orcales dans le contexte du déploiement de la stratégie maritime. Donc ça, c'est un grand titre pour dire finalement ce qu'on est intéressé à faire ici, c'est informer ce processus de réduction du bruit sous-marin dans l'habitat du beluga dans le contexte de la stratégie maritime. Donc dans un contexte où plusieurs projets sont proposés, des grands projets sont proposés qui viendraient, je dirais, s'il n'y a pas d'efforts qui sont effectués, qui pourraient être à l'encontre des efforts de rétablissement du beluga et des autres grandes espèces de baleines. Donc, 3 volets dans ce programme de recherche. Un volet qui concerne la modélisation. Puis là, je vais vous présenter donc qu'est-ce qu'on entend par modélisation. C'est de la modélisation un petit peu particulière, donc c'est ce qu'on appelle des modèles de simulation. Dans ce cas-ci, des modèles qu'on appelle des modèles basés sur agents ou basés sur individus. Ou modèle multi-agent, il y a plusieurs noms. En gros, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait ici, et puis on travaille sur ce simulateur-là personnellement moi, depuis une quinzaine d'années, mais c'est évidemment un simulateur qui s'améliore au fil du temps, c'est de représenter donc, les déplacements et de bateaux et de baleines dans l'environnement qui nous intéresse, c'est-à-dire l'estuaire du Saint-Laurent et le Saguenay. Donc ici, vous voyez des points blancs qui sont des belugas, donc des troupeaux de belugas, qui sont en semi-transparence lorsqu'ils sont en plongée. Puis, vous voyez des cubes noirs au loin qui approchent. Ça, ce sont vraiment les cargos, donc ils suivent la route des cargos. Lorsque les animaux sont exposés au-delà d'un certain niveau de bruit, donc on introduit dans le simulateur toute la physique de la propagation, donc des niveaux de bruit des sources et de la propagation dans le milieu, donc la physique acoustique, on est capable de prédire ou de décrire les niveaux de bruit reçus à chaque instant par l'ensemble des animaux dans le milieu. Évidemment, je passe très vite là-dessus, puis on pourra y revenir pendant la période d'échange. Il y a énormément d'éléments là-dedans qui sont développés de façon indépendante par des chercheurs avec des spécificités disciplinaires propres. Mais au final, avec ce simulateur, l'objectif, c'est de tester des scénarios. Donc, que ce soit les scénarios, par exemple, d'augmentation du trafic et de vérifier quels seraient les impacts au niveau en termes d'exposition ou en termes de risque de collision qui pourrait exister entre certains navires et certaines espèces de baleines, ou de tester, par exemple, des mesures d'atténuation. Alors, les mesures d'atténuation du bruit, il y en a plusieurs. On peut parler de mesures de zonage, des changements de route, des réductions de vitesse, ou bien des mesures technologiques qui viseraient à réduire le bruit de certains navires par des changements qu'on appelle de rétrofit, par exemple, ou l'implantation de nouvelles flottes moins bruyantes. Puis également, donc, les aspects économiques de ces mesures d'atténuation sont également considérés dans ce programme de recherche. Au final, avec l'ensemble des scénarios qui sont construits ou co-construits avec un ensemble d'acteurs, donc qui sont représentés par ici un groupe de travail avec lequel qu'on a créé en 2011 et qui continue à travailler sur ces enjeux de réduction de l'impact de la navigation sur les baleines. On rassemble un ensemble d'acteurs et à travers des itérations, propose des scénarios, on les teste avec le simulateur et également avec d'autres types d'analyses et on vient, faire une analyse concertée de ces résultats-là avec l'ensemble des acteurs jusqu'à ultimement arriver à la mise en place de certaines mesures. Donc là, on rentre dans cette espèce de spirale de la recherche-action que je vous ai présentée au début, où de façon itérative, on vient faire des tests avec les outils de modélisation, les outils d'analyse qu'on a,
sur des scénarios hypothétiques de réduction des impacts, par exemple, de la navigation. Et une fois qu'il y a un consensus sur les approches qui ont été proposées, les solutions qui ont été proposées, et on arrive à l'implémentation. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place comme ça, déjà depuis 2011 dans le Saint-Laurent, en partie avec l'utilisation de notre simulateur. Et là, maintenant, on est rentré dans un nouveau cycle où on s'intéresse plus spécifiquement au bruit sous-marin. Donc, après un an de ce programme de recherche, donc le ministère de la Forêt, Faune et Parcs souhaitait connaître nos recommandations concernant les enjeux des interactions beluga-navire dans le Saguenay. Les principaux résultats qui sont sortis après une année seulement, donc c'était un mandat, je dirais, le premier mandat était assez serré, donc il a fallu mettre les bouchées triples pour pouvoir arriver avec des résultats informatifs et émettre des avis avisés, en fait, faire des recommandations avisées aux gestionnaires du ministère. Les premières analyses qu'on a pu effectuer, notamment sur une base de données qui représente plus de 35 ans de données de photo-identification du beluga, ça a été de mettre en lumière l'importance du Saguenay pour le beluga, une importance qu'on n'avait pas estimée aussi forte, je dirais, avec les inventaires aériens qui sont effectués régulièrement, puisqu'on démontrait qu'environ 50% des belugas fréquentent le Saguenay. Ce qu'on savait, c'est qu'en tout temps, on a à peu près 5%, 2 à 5% de la population qui est dans le Saguenay, mais on ne savait pas qui étaient ces animaux. Les analyses ont donc montré que on a 50% des belugas qui fréquentent le Saguenay et jusqu'à 2/3 des femelles qui fréquentent le Saguenay. Donc effectivement, ce petit secteur de l'habitat semble être beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer pour justifier que autant d'individus de la population souhaitent l'utiliser ou l'utilisent de façon plus ou moins régulière. Ce qu'on a pu aussi démontrer, c'est que lorsqu'on utilise des approches, comme je vous ai montré, donc à l'échelle de l'individu, où on modélise les déplacements, les hypothèses sur les comportements individuels qu'on va implanter dans le simulateur vont modifier l'évaluation des impacts du trafic sur le beluga. Donc ça va avoir un impact, un effet sur les niveaux d'exposition au bruit qu'on peut prédire à travers l'évaluation des expositions. Donc ça a des conséquences importantes parce que présentement, dans les approches qui sont proposées pour faire de l'évaluation d'impact, on ne travaille jamais à l'échelle de l'individu, on travaille à l'échelle de l'habitat. Et en travaillant à l'échelle de l'habitat, on vient, je dirais, écraser, moyenner les niveaux d'exposition qu'on peut anticiper, par exemple en cas d'augmentation du trafic. Et ça peut être très problématique parce que si on sous-estime l'exposition de certains segments de la population d'un facteur important, comme nous montraient nos premières simulations, bien là, on vient peut-être de mal prendre en considération les impacts réels des activités de navigation sur le beluga. Ce qu'on a pu mettre en lumière après une année, évidemment, c'est qu'il subsiste beaucoup d'incertitudes sur les impacts du transport, et notamment en lien avec quelle est la capacité de support du Saguenay par rapport au trafic maritime. Donc, combien est-ce que le Saguenay peut supporter de nouveaux transits sans risquer de faire perdre une partie de l'habitat ou de dégrader l'habitat du beluga et éventuellement d'entraîner son abandon partiel ou complet. Ça, c'est des questions qui restent en suspens. Puis je vais y revenir un petit peu plus tard dans la fin de la présentation. Donc, les recommandations après une année, ça a été, dans notre cas, à la vue des premiers résultats qu'on avait, c'était de recommander au ministère, avant d'autoriser l'ajout de nouveaux projets qui ajouteraient des nouveaux transits dans le Saguenay, on a évidemment mentionné qu'il était très important et extrêmement prioritaire de compléter les évaluations d'impact issues des programmes de recherche en cours, donc pas juste le nôtre. Il y a des travaux qui sont effectués par d'autres équipes, notamment à Pêche Océan Canada, évidemment. Donc, ces programmes de recherche sont financés, évidemment, avec des fonds publics, visent à apporter des réponses à ces questions-là. Donc, précipiter des décisions avant d'être allé au bout de ces programmes de recherche, c'est un petit peu inquiétant, puis on peut mettre un peu la charrue avant les bœufs, je dirais. Donc, ce qu'on proposait plutôt, c'est de travailler en amont avec les acteurs de l'industrie maritime et du gouvernement et des organisations non gouvernementales pour élaborer une stratégie de navigation sur le Saguenay qui soit soutenable pour le beluga. Et après l'élaboration de ce cadre-là, être en mesure
d'évaluer les projets proposés par des promoteurs sur la base des balises qui ont été établies dans cette stratégie de navigation durable. Donc, proposer vraiment de travailler de façon avec précaution et d'évaluer les impacts complets avant de donner le go à des nouveaux projets qui pourraient avoir un impact sur les populations menacées. Et évidemment, on a également parlé d'impliquer plus que le transport maritime et les autres acteurs de la chaîne de transport. Donc, c'est un appel à la prudence et à la patience qui est sorti de nos premiers résultats après l'an 1. Évidemment, c'est ce genre d'appel à la patience qui ne sont pas toujours bien reçus si on revient sur le côté peut-être un peu plus en coulisses, on va dire. Ce n'étaient pas nécessairement des réponses qui étaient, je dirais, souhaitées de la part on pourrait dire, du palier politique, puisque si on parle spécifiquement du projet de Énergie Saguenay, on a ici un projet qui a été proposé qui serait le plus gros projet industriel de l'histoire du Québec, donc évidemment 9 à 14 milliards de dollars. Puis, si on revient sur le contexte politique, un projet qui a été encensé à maintes reprises par le gouvernement, par plusieurs ministres. Donc, politiquement, évidemment, il y a une pression qui est existante là, pour que ces projets-là puissent avoir toutes les chances évidemment de naître, puisque on a ici un projet qui pourrait avoir des retombées intéressantes pour le Québec et pour le Canada. Donc, dans ce contexte-là, lorsque les audiences publiques en environnement du BAP donc, ont été mises en place, c'est sûr qu'il se crée tout un contexte que vous avez, peut-être certains d'entre vous ont suivi un petit peu, mais on a toute une sorte de polémiques qui naissent, c'est ça, des polémiques qui sont relayées par les médias beaucoup, autour de, par exemple, l'intégrité des commissaires du BAP qui se sont chargés de mener ces audiences publiques. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi, à l'automne 2020, le ministère de Forêt, Faune et Parcs a donc nous a demandé d'être intervenant, en fait, m'a demandé d'être intervenant comme expert sur les enjeux de navigation baleine pendant les audiences du BAP à Saguenay, donc à l'automne 2020. Donc, évidemment, j'ai été tout de suite intéressé et je me suis porté évidemment volontaire pour aller présenter nos travaux et nuancer quelque peu ce qui était proposé par le promoteur en lien avec ces enjeux. Il faut savoir aussi, puis bon, ça a pris un petit peu d'insistance pour que le BAP accepte que le MFFP puisse faire venir des chercheurs à titre d'experts. Ça, c'est des choses qu'on ne s'explique pas tout à fait encore, mais finalement, ça a pu avoir lieu. Puis, ça a pu permettre de voir aussi comment est-ce que ces enjeux-là, sur lesquels on travaille, les chercheurs travaillent, nous, puis d'autres équipes travaillent assidûment depuis plusieurs années, comment est-ce que ça pouvait être traité, ces enjeux-là pouvaient être traités du point de vue d'un promoteur, puisqu'on voit, ce que j'ai pu constater, c'est que ce qui revient assez régulièrement, c'est toujours l'opposition de qui fait le plus de bruit, par exemple, dans le cas du bruit sous-marin. Donc, encore là, l'idée n'est pas de critiquer le travail qu'un promoteur a pu faire en lien avec une évaluation d'impact. C'est simplement que l'exercice qui est demandé au promoteur de démontrer son impact et comment est-ce qu'il va atténuer l'impact du trafic sur les baleines, c'est un travail qui est en cours, fait par des professionnels depuis plusieurs années. Et là, on demande à un promoteur de faire cette analyse d'impact qui va nécessairement être une analyse incomplète et qui va, par plusieurs moyens, essayer de prouver que son impact, finalement, il est minime, alors que, comme je l'ai dit précédemment, il y a encore beaucoup d'incertitudes et qu'on ne peut pas exclure que l'impact soit autre que minime et soit même important. Donc, l'exercice en lui-même est à la fois périlleux et en même temps, c'est un petit peu marcher à l'envers que demander à un promoteur de démontrer que son impact va être minime. Donc, les conclusions du promoteur dans ce cas-ci, ça allait un petit peu à l'encontre de ce que nos travaux indiquent et de ce que les travaux de Pêcher Océan Canada indiquent sur ces mêmes enjeux, puisque si je viens sur justement ces travaux-là, si on regarde Pêcher Océan Canada en 2018,
avait clairement identifié que d'augmenter la pression anthropique dans le Saguenay, il s'agit bien du Saguenay ici, présente un risque accru de nuire au rétablissement de la population de beluga. Donc, il y a un risque qui est accru. Est-ce qu'il est minime? Est-ce qu'il est élevé? Pêche Océan Canada ne peut pas se prononcer. Et une raison pour laquelle il ne peut pas se prononcer, c'est parce qu'ils disent que les évaluations d'impact sont incomplètes. Et que pour faire des évaluations d'impact qui soient complètes, il faut prendre en considération l'écologie de l'espèce, donc l'écologie du beluga, comprendre ses mouvements individuels et la fréquentation des divers secteurs, donc à l'échelle de l'individu. Ce qui évidemment n'a pas été fait par le promoteur, et puis c'est là-dessus que notre équipe travaillons depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Donc, on demande un petit peu l'impossible à un promoteur, puis c'est un petit peu le message, je pense, qu'il faut retirer de cet exercice-là. Et donc, le rôle ici du chercheur, en tout cas, comme on a été interpellé par le ministère, c'est de venir apporter les nuances et d'expliquer que personne qui pense que le promoteur veut mal faire, mais dans les limites des connaissances et des données qu'il a à sa disposition, il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et après ça, les conclusions, c'est certain qu'elles peuvent difficilement aller à l'encontre de ce que le promoteur veut démontrer, à savoir qu'il va avoir peu d'impact finalement sur les espèces. Puis, je reprends ici également donc, dans nos recommandations effectuées en 2019, où on met en lumière qu'il y a un haut niveau d'incertitude, et puis qu'en fonction évidemment des caractéristiques de la population de beluga, on recommande d'être très prudent dans la prise de décision pour lesquelles les effets écologiques dommageables et irréversibles ne peuvent pas être exclus. Donc, une approche vraiment basée sur la précaution. Donc, au final, si on revient sur ce projet qui a été proposé donc par Génel Québec, il y a eu donc 2500 mémoires, au-delà de 2500 mémoires qui ont été reçues du grand public et d'organismes divers. C'est un record. Il y a eu donc 90% de ces mémoires ont été opposées au projet donc, de Génel. Donc, il y a un avis du public vraiment très, très défavorable. Et puis, les conclusions du BAP suivent, je dirais, le cœur l'essentiel de ces mémoires et des interventions qui ont eu lieu, à savoir que le BAP est défavorable, mais ne fait pas de recommandations. Donc là aussi, quelque chose qui est quand même assez étonnant. Il y a très peu de points positifs. En fait, il y a peu de points positifs, si ce n'est aucun point positif dans ce rapport, ou en tout cas très peu. Mais il n'y a pas de recommandation faite du BAP au ministre de l'Environnement. Donc quelque chose quand même qui peut être particulier. On pourrait avoir des hypothèses sur la raison pour laquelle le BAP ne s'est pas commis là-dessus. Mais ce qu'on a pu voir dans le rapport, c'est que le mot beluga apparaît 200 fois dans le rapport final. Donc on comprend que l'enjeu du beluga ici, ce n'est pas simplement un enjeu écologique. On ne peut pas vraiment dire que le beluga soit une espèce clé dans l'écosystème du Saint-Laurent. En tout cas, on n'a pas de démonstration qui puisse l'appuyer. Donc on a ici une espèce qui a une très forte valeur, évidemment, sociale, patrimoniale, culturelle et affective même, je dirais, pour de nombreux Québécois et Canadiens. Et donc, ici, on a un enjeu qui dépasse largement l'enjeu écologique en tant que tel. Et je pense que c'est assez bien reflété, encore une fois, dans ce processus des audiences publiques ici. Puis là, une phrase, un des avis donc, du BAP que j'ai repris ici, parce que je pense qu'il est très révélateur des mises en garde qu'on a faites, que d'autres ont pu faire également et qui ont été bien reçues, à savoir que la commission donc, du BAP considère que le bruit sous-marin d'origine anthropique nécessite une gestion globale et stratégique, donc pas juste projet par projet, mais une gestion globale à l'échelle donc de l'ensemble du territoire, de l'habitat important pour l'espèce, qui vise donc l'ensemble des activités maritimes pour que tout futur développement se fasse dans le respect du principe de la capacité de support des écosystèmes de la loi sur le développement durable. Cette notion de capacité de support est extrêmement importante parce qu'elle revient, mais elle revient en fait souvent dans la théorie. Ici, c'est intéressant de l'avoir évoqué dans le rapport du BAP. Et pour cet enjeu spécifique, pour l'instant, on ne la connaît pas, la capacité de support du Saguenay. Donc, on pourrait se poser la question combien de transits de navires on peut mettre dans le Saguenay sans que ça affecte le beluga. Pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question. Mais on a donc poursuivi cette question-là, pourchassé cette question-là depuis un peu plus qu'une année, et avec notamment Jean-François Sénécal, je ne sais pas si Jean-François est avec nous aujourd'hui, et Angélique Dupuche,
pour essayer justement de comprendre quels étaient ce qu'on était capable de caractériser pour le Saguenay spécifiquement, l'impact du transport maritime sur les belugas. Puis on s'est intéressé, donc on a eu la chance de pouvoir bénéficier, enfin c'est plus que de la chance, mais on a eu donc la collaboration de plusieurs partenaires qui nous ont partagé des jeux de données qui sont 3 jeux de données indépendants sur 2 secteurs dans le Saguenay, donc un à l'embouchure et un autre à Baie-Sainte-Marguerite, qui sont 2 endroits clés de l'habitat du beluga. Puis, ce sont des données avec lesquelles on voulait répondre à la question suivante. Est-ce que les belugas fréquentent moins le Saguenay quand le nombre de transits de navires marchands augmente? Question qui peut paraître assez simple, comme souvent les questions de recherche, mais qui évidemment est un peu plus compliquée à creuser. Puis, je pourrais entrer dans les détails un peu plus tard, mais on a eu donc droit à utiliser 2 jeux de données. Un jeu de données de Parc Canada, qui sont des données de 2012 à 2017 pour l'embouchure et de 2013 à 2017 pour Baie-Sainte-Marguerite, d'observation visuelle des belugas, donc des relevés visuels qui sont effectués à partir de la Terre, pour savoir quand est-ce qu'il y a des belugas, quand est-ce qu'ils ne sont pas là, et puis en quelle quantité est-ce qu'on les voit, grosso modo. Puis on a également, avec nos partenaires du GREM et de OceanWise, que j'ai oublié de mentionner ici, donc Valeria, on a eu des enregistrements également, mais acoustiques cette fois-ci, par hydrophone, de la présence, qui détecte la présence de belugas à Baie-Sainte-Marguerite, entre donc, le secteur plus à l'ouest, entre 2017 et 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les belugas sont à Baie-Sainte-Marguerite, ils vocalisent à peu près 100% du temps. Donc, c'est très rare sur une période de 5 minutes d'avoir des belugas à Baie-Sainte-Marguerite et que les belugas ne vocalisent pas. Donc, et ça a été validé évidemment avec des données visuelles. Donc, lorsqu'on a une détection de vocalisation dans les données d'enregistrement par hydrophone, on sait qu'on a les belugas. Puis lorsqu'on a une absence pendant 5 minutes ou plus, on peut détecter que c'est une absence de belugas. Et pour ce qui est, évidemment, pour pouvoir faire le pont et la corrélation ou le croisement avec les données de transport maritime, et on a pu utiliser les données AIS et INAV de la garde côtière canadienne. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est des données exhaustives sur tout le trafic des grands navires dans toutes les eaux canadiennes. Puis, ce que ça nous a permis de peut-être commencer à élaborer, c'est donc sur cette notion de capacité de support du Saguenay. Premièrement, ça a été de regarder donc, dans l'embouchure. Ce qu'on a pu regarder, c'est que lorsqu'on avait 2 navires et plus qui passaient dans le Saguenay une journée donnée, le lendemain, la fréquentation baissait d'à peu près autour de 35 à 40%. Donc, on avait 35 à 40% de moins de temps de présence journalière de belugas lorsqu'on avait 2 navires et plus qui étaient passés la veille. On voit qu'on a également une diminution qui est significative lorsqu'on a simplement un bateau, à comparer d'une journée où on a eu 0 transit de navire. Donc là, un résultat qui a fait tomber de leur chaise plusieurs personnes. Et un autre résultat pour Baie-Sainte-Marguerite qui va dans la même direction avec les 2 autres jeux de données indépendants, donc les données d'hydrophone et les autres données d'observation terrestre, où on constate également que lorsqu'on a 2 navires et plus qui sont passés dans le Saguenay, eh bien, la fréquentation de Baie-Sainte-Marguerite diminue également de l'ordre, ici pareil, donc de 33 à 41%. Donc ici, évidemment, ce sont des analyses qui nécessitent beaucoup de validation. Énormément de validations ont déjà été faites. On est en train, le prochain test de validation, ça va être la révision par les pairs. Mais d'ores et déjà, ces résultats sont un petit peu préoccupants, je dirais, concernant l'augmentation éventuelle du trafic dans le Saguenay, puisqu'il suggère qu'à partir de 2 navires, de façon quasi systématique, on pourrait qualifier une baisse de fréquentation des belugas dans ce secteur clé, un secteur qui est clé principalement pour les femelles et pour les veaux. Donc, je voulais finir là-dessus. Si je reviens un petit peu pour faire un espèce de sommaire de la présentation. Donc, quand on parle de recherche-action, il faut garder en tête c'est une approche qui était très exigeante pour les chercheurs à différents niveaux. Le rythme qui est imposé par souvent l'actualité est un rythme qui nécessairement vient impacter la recherche. Donc, pour garder la rigueur dans la recherche et suivre ce rythme-là, ça nécessite évidemment de mettre
je dirais, un peu les bouchées doubles par moment, et plus souvent qu'autrement, en fait. Donc, une approche qui est extrêmement exigeante, puis qui, dans certains cas, doit se recentrer sur la définition des problèmes. Souvent, lorsqu'on a un enjeu de gestion, tout le monde a un peu une perception du problème, de quel problème, mais finalement, ce problème-là n'est jamais bien défini. Donc ici, redéfinir le problème dans lequel je vous ai présenté autour de cette question de la capacité de support serait probablement une façon de regarder la problématique, l'enjeu pour le beluga de façon, je dirais, claire et facile également à communiquer. Parce que quand on tombe dans les enjeux acoustiques, on tombe très rapidement dans un domaine qui est extrêmement technique, où la vulgarisation n'est pas toujours évidente, et où le travail avec des acteurs qui viennent je dirais, de milieux très, très différents, et souvent pas du tout des scientifiques, peut devenir un petit peu compliqué. Il peut y avoir des barrières, et c'est les mêmes enjeux qu'on a en foresterie, où le langage, le vocabulaire est très, très technique et peut laisser des parties prenantes un petit peu de côté. Donc, bien définir le problème écologique, c'est crucial. Est-ce qu'on peut arrimer développement économique et protection du beluga? La science offre des pistes de solutions, la technologie également. Donc, on pourrait penser que oui, on peut être optimiste et penser qu'il y a des façons de faire. C'est certain que ces façons de faire nécessitent d'aller au-delà de la science. Puis là, on heurte des problèmes qui sont des enjeux plus de nature économique et également la question des volontés politiques d'effectuer ces changements. Puis comme mentionné Benoît tout à l'heure, on a eu des signaux la semaine dernière assez positifs du ministre Dufour qui prend acte de nos recommandations et prend acte de nos premiers résultats et se dit préoccupé et sensible à ces enjeux, donc aux enjeux de protection de beluga dans un contexte de développement économique. Donc, c'est une première étape qui nous rend, je dirais, optimisme, mais évidemment un optimisme prudent dans ce genre de contexte-là. J'ai présenté quelques aspects, il y a énormément d'enjeux qui dépassent je dirais le cadre d'une seule espèce là-dedans. Donc, mais ça prendra ses volontés politiques pour éventuellement trouver des bonnes avenues. Puis il y a d'autres façons, il y a d'autres raisons d'être optimiste, puisque le gouvernement fédéral également de son côté, qui a quand même juridiction sur la protection des espèces en péril et sur le trafic maritime, est engagé dans des initiatives, plusieurs initiatives. On peut parler de Transport Canada avec l'initiative sur les impacts cumulatifs, et également le Centre d'innovation Transport Canada qui travaille sur les technologies de réduction du bruit, sur les approches de réduction du bruit sous-marin, des bateaux en général. Puis également une initiative de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada qui étudie la possibilité d'effectuer une analyse régionale, donc une analyse à l'échelle du Saint-Laurent au complet, pour offrir ce cadre un petit peu, un cadre beaucoup plus balisé qui permettrait de mieux encadrer l'évaluation des nouveaux projets, des grands projets lorsqu'ils sont proposés. Donc, il y a des matières à être optimiste. Évidemment, comme je disais, c'est un optimisme prudent, mais il faut, je pense, comme chercheur, continuer d'accompagner ces efforts-là et puis espérer que les résultats fassent leur chemin sur les bonnes tables de décision. Donc, voilà pour la présentation. Puis, je suis disponible pour les réponses et les questions, les discussions. Merci beaucoup, Clément. Je vais ouvrir la période de questions. Est-ce qu'il y en a dans l'auditoire qui aurait des questions pour Clément? Vous pouvez ouvrir votre caméra là, pour poser votre question, si vous en avez une. Je regarde rapidement. Je n'en vois pas. Oui, on a une question de la part de Raphaël. Vas-y, Raphaël, tu peux poser ta question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Ma question est un peu simple, mais en gros, est-ce que le beluga, ça peut être considéré comme une espèce parapluie ou pas vraiment? Parce que tantôt, tu as parlé que c'était pas une espèce si importante écologiquement, mais est-ce que comme son niveau de sensibilité laisse croire qu'il y a d'autres espèces qui subissent les mêmes pressions? C'est une excellente question. Quand je parlais d'espèces parapluies tout à l'heure, je faisais référence à cet enjeu du bruit sous-marin.
les biologistes de pêche à Océan Canada l'ont considéré en quelque sorte comme une espèce parapluie, puisque le plan d'action qui vise à réduire le bruit dans l'estuaire est centré sur le beluga, mais c'est bien précisé le beluga et les autres espèces de mammifères marins. Donc, c'est certain que, on le sait, d'autres espèces sont sensibles au bruit. On parle des grands rorquals, les rorquals bleus, donc les baleines bleues, rorquals communs et rorquals à bosse sont des espèces qui vocalisent également. Elles ne font pas, en tout cas pas à notre connaissance, elles ne dépendent pas de l'écolocation comme les baleines à dents, mais c'est un enjeu qui les touche également. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a eu... On a pris cette espèce comme une espèce parapluie. D'un point de vue de l'écosystème, c'est une excellente question. Puis d'un point de vue écologique, mon impression, puis mon avis, puis je ne suis pas un biologiste, donc je ne pourrais pas m'aventurer trop loin sur ce terrain, mais je ne verrais pas le beluga comme une espèce parapluie pour l'écosystème par rapport aux autres espèces, je parle. Parce que de une, je ne pense pas que ce soit une espèce qui soit clé. Ce n'est pas une clé de voûte de cet écosystème marin. Il y a possiblement des espèces qui ont plus de poids dans l'équilibre de cet écosystème. Mais je pense que c'est vraiment une question qui s'adresserait davantage à un biologiste pour pouvoir te donner une réponse plus précise que ça. Mais moi, je ne considère pas que c'est une espèce sur laquelle repose l'équilibre de cet écosystème. Je pense que c'est une espèce qui a beaucoup d'importance et une grande valeur patrimoniale au Québec, culturelle. Est-ce que ça a une grande valeur écologique? Je ne suis pas certain. Merci beaucoup, Clément, pour ta réponse. On a une autre question là, de notre cher directeur de l'ISFOR, Christian Messier. Oui, bien, merci, Clément, pour ta belle présentation. Et je ne veux pas répondre à Raphaël parce que je ne connais pas du tout les belugas, mais peut-être qu'on pourrait l'avoir comme un genre de canari en termes d'espèce. Ça veut dire qu'une espèce qui nous indique que si ça ne va pas bien à ce niveau-là, ça ne va pas bien au niveau de l'écosystème globalement. Donc, pas une espèce clé, mais plutôt une espèce indicatrice. Oui, une sentinelle, tout à fait. Sentinelle. Ma question, et je ne veux pas avoir l'air rabat-joie là, dans ce que vous faites, c'est très, très important. Mais dans mon expérience comme chercheur, j'ai souvent eu l'impression, et je te demande si tu as eu cette impression-là, et j'ai déjà eu l'impression que souvent, les politiciens nous donnaient de l'argent pour faire une étude, pour pouvoir prendre une décision en se disant, on a consulté les scientifiques, on a fait l'étude, mais que la décision qu'ils vont prendre, la décision est déjà prise et qu'on nous utilise un peu pour cautionner la décision qu'ils ont prise. Et j'avoue que j'ai souvent eu ce sentiment-là dans ma vie, que ça m'a toujours agacé. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. C'est une excellente question. Je te dirais que le programme de recherche, je l'ai écrit avec un collaborateur en 2017. Et ce collaborateur avec qui on a monté ce programme de recherche avant de le proposer au ministère, je pense qu'il n'y a pas eu une rencontre qu'on ait eue préparatoire où on ne s'est pas dit qu'il ne fallait pas qu'on soit instrumentalisé autour de ces enjeux, parce qu'on connaissait les intentions, évidemment, du gouvernement à l'époque vis-à-vis des grands projets. Puis, ce qu'on avait toujours mis de l'avant auprès de nos interlocuteurs, c'était on embarque dans cette initiative-là pour bien faire les choses. On veut bien faire les choses, donc faire les choses dans le bon ordre, et il n'y aura pas de censure, on ne fera pas de complaisance avec nos résultats, et on dira ce qui sortira de nos résultats avec la confiance qu'on aura au moment où on nous le demandera. C'est ce qu'on a fait. Je pense que ça n'a pas été des décisions faciles, surtout comme je me considère encore, même si j'ai beaucoup de cheveux gris et de poils gris, comme un jeune chercheur, ça n'a pas été facile de faire des recommandations qui vont à l'encontre de ce que ton bailleur de fonds attend de toi finalement, parce qu'on n'est pas dupe. On sait bien que ce moteur économique est important, puis qu'en levant des drapeaux, on ne fait pas plaisir nécessairement à ce moteur économique-là. Donc, je te dirais que ça a été très présent. Est-ce qu'il va y avoir une tentative ou est-ce qu'il va...
là-dessus, je reprends, j'ai eu une rencontre avec le sous-ministre de l'Environnement il y a 5 ans, qui disait, vous allez voir, parce qu'il était un scientifique, puis était sous-ministre au ministère de l'Environnement, il nous avait dit, vous allez voir, les politiciens ont le don de prendre les pires décisions avec les meilleures données. Parce qu'il avait entendu notre speech, puis il nous avait entendu, c'était un petit peu il disait ça un petit peu à la blague, mais il disait ça avec la blague, mais sérieusement quand même. Donc il nous disait, méfiez-vous, soyez prudents, soyez clairs dans vos messages, dans vos rapports, dans vos formulations, pour ne pas laisser le moins de place possible à justement des interprétations détournées ou autres. Et ça, je pense que c'est un travail de communication qui est extrêmement important, puis c'est une responsabilité des chercheurs, mais c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas souvent, ou à laquelle on ne prête pas nécessairement toute l'attention qu'on devrait en permanence, surtout quand on est sur des sujets sensibles. On a mis beaucoup d'attention pour essayer de ne pas être mal interprété. On n'est jamais parfait, puis je ne m'entends pas qu'on l'ait été, mais pour revenir à ta question, oui, je pense qu'on a eu peur de ça. J'espère qu'on s'en est protégé si c'était une menace réelle, mais effectivement, on a pu sentir que ce n'était pas ce qui était souhaité. Juste un commentaire, si vous permettez, Benoît, Monsieur Gendreau. Juste un commentaire là-dessus, c'est que souvent, les politiciens, je pense qu'ils le font, je ne vais pas dire de mauvaise foi, mais peut-être de mauvaise foi, mais ils vont nous dire, êtes-vous certain de vos résultats? Et comme scientifique, on n'est jamais certain. Et c'est ça le problème. Et souvent, moi, je détournais la question en disant, mais êtes-vous certain que ce que vous faites n'a pas d'impact? Et si vous n'êtes pas certain, peut-être qu'il y a toujours un principe de précaution qui doit être mis de l'avant. Mais ça revient tout le temps. Il faudrait être certain de nos résultats, certain de nos réponses. Et c'est impossible d'être certain en science. Et à ce moment-là, il y a toujours une marge de manœuvre pour que les politiciens disent, bien, les scientifiques ont fait la recherche, ils ne sont pas certains, donc on prend cette décision. Mais bon, c'est inévitable. Tu n'as pas besoin de commenter là-dessus, c'est juste une réflexion personnelle, mais je pense que la personne qui t'avait dit ta dernière réflexion était un sage parce que c'est très vrai. Tu le connais sans doute en plus. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Christian. Est-ce qu'on a une autre question de l'audience? Sinon, moi, j'ai... Ah, Romain Yaguerre, vas-y, je te cède la parole. Merci Clément pour ta présentation. J'avais une petite question par rapport à des figures de baisse des fréquentations. Je me demandais, en fait, cette baisse de fréquentation, où est-ce que les belugas s'en vont, en fait, quand tu les vois plus par après, le jour d'après, finalement? Est-ce que vous avez des données sur les mouvements, en fait, sur les groupes de belugas, où est-ce qu'ils s'en vont? Puis, est-ce que vous avez aussi des données sur le temps de rétablissement que ça leur prend à se retrouver de nouveau dans ces endroits où vous avez des prises de données comme l'embouchure ou la baie Sainte-Marguerite? C'est une bonne question. La première question, c'est quelque chose qu'on veut regarder parce qu'on a ce même genre de données d'observation terrestre et par hydrophone dans d'autres secteurs de l'habitat. Donc, on va regarder s'il peut y avoir effectivement un transfert. Si l'hypothèse est que soit les animaux restent moins longtemps, soit il y a moins d'animaux. Il ne faut pas oublier qu'ils se promènent toujours en groupe. C'est des groupes de plus ou moins grande taille. Donc, si tu as un groupe de 60 individus ou si maintenant tu as un groupe de 40 individus, ben, peut-être c'est juste cette différence de taille qui fait qu'un plus gros groupe a peut-être plus tendance à rester plus longtemps et donc à occuper le secteur plus longtemps. Donc, on ne sait pas encore si certains animaux s'extraient parce qu'ils ont été exposés peut-être à des forts niveaux les jours précédents et ils ont besoin de récupérer un petit peu plus à l'écart parce qu'il ne faut pas oublier que le Saguenay, c'est très étroit. Donc, quand on croise un navire, quand un beluga croise un navire dans le Saguenay, il ne peut pas trop s'échapper, puis il est pris avec un avion qui lui passe près des oreilles. Donc, on ne sait pas encore le mécanisme qui explique ces résultats-là. Puis c'est un petit peu, pour l'instant, le point où on en est. On a plus de questions qui s'ouvrent que de réponses. Ce qu'on observe, c'est un changement d'usage d'un habitat qui est déjà suffisamment inquiétant pour être noté. Les mécanismes, on ne les connaît pas. Donc oui, on va regarder sur d'autres secteurs, voir si on peut faire ce pont avec... c'est des vases communicants, donc est-ce que si on a moins d'animaux ici, on en a plus ailleurs? Donc ça, on va pouvoir potentiellement répondre à cette question. Puis ton autre question, c'est le temps de retour. C'est une question qu'on s'est posée et pour l'instant, on n'a pas encore pu faire ces analyses.
c'est quand même des analyses assez ardues là, au niveau de manipulation de ces données-là, mais c'est quelque chose qu'on va regarder effectivement avec Jean-François et Angélique. Merci. C'est des bonnes questions. Merci beaucoup, Romain. Je pense qu'on a écoulé tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Je vais recéder la parole à Philippe, qui est de retour parmi nous, pour un petit mot de la fin.